Nu-pieds dans mes ballerines, je refuse de mettre des soquettes blanches de petites mamzelles de bonne famille. Ce serait ridicule, il fait bon, les chaussettes c'est fait pour tenir chaud. J'ai hâte de pouvoir mettre des bas ou des collants comme une grande, mais en attendant, je vais jambes nues, quitte à me faire réprimander, bravant gifles et fessées, sous prétexte que cela fait trop femme, voire femme de mauvaise vie. Qu'importe, je marronne hors de ces normes. Qu'est-ce qu'une femme de mauvaise vie? Toute vie est bonne. Toute vie de femme devrait être bonne. La mauvaiseté vient d'autrui. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Au gré des pages. Aujourd'hui, nous recevons une autrice, une grande figure de la littérature de la Caraïbe francophone. Elle se caractérise par la sophistication littéraire, mais aussi l'exactitude historique et surtout la valorisation féministe, le tout dans une écriture résolument libre. Elle a été professeure de lettres classiques et a obtenu de nombreux prix, dont le dernier en date, le prix européen francophone Virgile du Cénacle Sangor et l'Award French and Friends à Washington en 2022. Nous recevons Suzanne Dracius. Suzanne, bonjour. Bonjour, Bienvenue sur notre plateau merci et d'avoir ravie de vous invité. recevoir à nouveau puisque nous vous avions reçu pour votre dernier ouvrage, Hypalage. Oui, Aujourd'hui, nous vous recevons pour votre tout dernier mhm, roman, Le Cunnilingus est la preuve vivante que le latin n'est pas une langue morte. mhm. Alors, je m'arrête sur ce titre, Suzanne, et je dirais que il vous ressemble. Il vous ressemble parce qu'il nous bouscule avec une forme de provocation, mais il nous invite aussi à la réflexion, et puis avec le sens des mots avec lequel vous jouez. Alors, j'ai envie de vous demander comment pouvez nous expliquer le choix de ce titre. C'est tout à fait ce que vous dites, c'est-à-dire que il est à la fois sérieux et volontairement coquin. Il y a un jeu de mots, mais même multiple, puisqu'on a le jeu sur les différents sens du mot langue. Euh, il va être question dans le livre de la langue, du rapport à la langue, aussi bien la langue française que justement dans le cunnilingus, le rapport à la langue organe. Et je fais le jeu de mots entre langue vivante et langue morte pour le latin, Mhm. mais le propos majeur de tout ce roman en miscellanée, c'est ne pas gâcher aux femmes le plaisir d'être femme, dans tous les sens possibles. C'est Mhm. pourquoi je choisis, bien sûr, le féminin, le plaisir féminin, parce que c'est quand même essentiel, et c'est un des aspects les plus terribles aujourd'hui, et c'est un des aspects, alors bien sûr ça peut aller jusqu'au féminicide, hein, là ça fait vraiment, c'est tout plaisir d'être femme quand on vous Oui. trucide, mais c'est aussi un aspect qui est aujourd'hui dans une résurgence horrible, hein, c'est le masculinisme. C'est Oui. un bouquin, en fait. D'ailleurs, je l'ai écrit, ce livre, bien avant d'avoir vu que, par exemple, il y a encore quelques jours, il y avait un jeune homme en France qui avait préparé un attentat contre les femmes en tant que femmes et qui se disait masculiniste avec cette Oui. mode qui nous vient, hélas, des États-Unis et qui regroupe des hommes qui veulent zigouiller les femmes en tant que femmes. Mhm. Parce que, alors, ils se prétendent célibataires involontaires parce que les femmes ne veulent pas coucher avec eux. Bon, enfin, ils n'ont qu'à faire le nécessaire pour faire la cour aux femmes. Et bon, non, eux, ils veulent les éliminer. Alors, je plaisante et vous avez raison. Moi, je considère que rien n'est ni tout noir, ni tout blanc. C'est comme moi, avec mes 4 continents et demi en Ouais. moi, avec tous ces mélanges. Et donc, là, c'est pareil. La femme, on la prive de son plaisir, Mm. mais nous savons que nous avons des moyens. Et donc, je donne là-dedans des moyens de C'est ça. lutter contre
tous ces gâcheurs de plaisir de femmes. Alors, effectivement, le plaisir est au centre de votre ouvrage. Et vous dites, par ces jeux de mots sur vivante et morte, ce que vous expliquiez tout à l'heure, les divers sens du vocable langue, j'exprime mon désir on nous ne gâche pas le plaisir d'être femme. C'est vrai que le plaisir, c'est le fil rouge de ce roman, roman miscellané, comme vous l'avez souligné. Vous dénoncez tout ce qui peut faire barrage, toutes les situations qui peuvent faire barrage à ce plaisir. Vous relatez notamment, si je vous cite, « Il y a toujours des gens pour vous gâcher le plaisir. Il y a 1001 petites ou grandes violences de la vie de tous les jours, parfois d'apparence anodine, qui pourraient nous gâcher le plaisir d'être femme. » Alors, ce droit au plaisir féminin que vous revendiquez de façon si forte et qui vous est si cher, vous a-t-il été souvent entravé? Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'on vous gâchait ce plaisir d'être femme? Qu'on essayait de me le faire, qu'on essayait de me le gâcher, oui. Personne n'y a réussi. Et puis c'est le plaisir, alors dans tous les sens du terme, hein, c'est-à-dire la satisfaction d'être femme. Par exemple, je connais des femmes qui disent « Ah, si je pouvais faire telle chose, si j'étais un garçon, je pourrais faire telle chose. » Moi, je n'ai jamais éprouvé ça. Je me suis toujours dit « Bon, par exemple, je veux écrire. Bon, je sais que c'est difficile, mais je le ferai et je l'ai fait. » Bon, donc, il y a aussi le plaisir, il y a le plaisir sexuel, le plaisir physique, il y a le plaisir dans la satisfaction d'être une femme. C'est pour ça d'ailleurs que je parle d'un roman en miscellanée. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez dire par Oui. miscellanée? Alors, vous connaissez le verbe immiscer, par exemple, en français. Donc, tout ça vient de miscere en latin, qui veut dire mêler, mélanger. En fait, des miscellanées, ça va bien avec nous en Martinique, parce que nous sommes des miscellanées, nous sommes des allégories de miscellanées. Nous sommes comme ça. Miscellanée, ça veut dire simplement mélanger. Mélange. Voilà. C'est un genre littéraire qui remonte à l'Antiquité, qui est passé d'ailleurs aussi bien par la France, puisque Montesquieu a publié des miscellanées. La caractéristique, c'est que vraiment, ce sont des mélanges. D'ailleurs, on peut aussi trouver le terme mélange, mais miscellanée, c'est plus joli que mélange. C'est qu'on a un thème central, mais traité avec différents formats. Le roman, déjà, au départ, on sait bien que c'est quelque chose qui est très varié, qui est censé être varié, avec des personnages qui parlent. De temps en temps, vous avez du dialogue, et parfois, vous n'avez pas de dialogue, vous avez uniquement du récit, de la description. Donc, c'est un roman selon ces critères-là, mais le format est spécial. Voilà. Les miscellanées adoptent différents formats dans les différents chapitres et situent le thème et travaille le thème de différentes façons. Et il peut y avoir de l'humour aussi. Voilà. Il y a différents axes et différentes façons de traiter différents le thème. axes. Alors, si on revient à votre ouvrage et aux différentes formes de plaisir qu'on peut nous gâcher, vous citez dans votre livre, vous dites par exemple, ça peut être des petits plaisirs qui nous sont interdits, comme votre mère qui ne pouvait pas jouer aux billes, Oui. parce qu'elle ne pouvait pas s'accroupir tranquillement, ou encore votre goût pour lécher les glaces qu'on vous interdisait de faire, ou votre failli parrain qui vous refuse la fonction parce que vous êtes une fille. Ce sont des exemples de petits plaisirs, en fait. Oui, et c'est dès l'enfance en plus. Ça commence dès l'enfance. Ça marque alors. Ça marque, et chaque fois, il y a cette espèce de malédiction, soi-disant, d'être fille. Alors, effectivement, ça commence à ma naissance, hein, avec ce cousin de maman qui est médecin, mais qui est très jeune, et qui vient pour procéder à l'accouchement de moi-même, de ma petite personne, enfin de ma maman. Et il avait promis d'être mon parrain, et il dit, oh là là, non, c'est pas possible, pour un premier parrainage, il faut pas que ce soit une fille, ça porte malheur. Et des années après, je l'ai rencontré, bon, j'étais devenue écrivaine et tout, j'étais passée sur TF1, en télévision, il vient me voir comme ça, c'était une petite mondanité, il y avait plein de monde autour, et il me dit, ah, si j'avais su, eh ben, j'aurais accepté d'être ton parrain. Et je lui dis tout fort, vraiment, j'ai répondu à la cantonade, c'est trop tard. Et par contre, ça m'avait marqué, parce que bien évidemment, c'est ma maman qui me l'avait raconté. Oui. Elle avait souffert. Oui. Il a fait souffrir ma maman. Donc, à travers ma mère, il a fait souffrir une femme, et il lui a fait sentir cette espèce d'opprobre d'être
D'être une Une femme. fille, une femme, une Oui, fille. une fille. Donc, il nous a fait souffrir toutes les deux, et à travers nous deux, il y avait un irrespect, un dérespect. Hein, il a dérespecté toutes les femmes du monde. Je trouve ça horrible. Et ça a dirigé ma vie. Le fait aussi d'entendre des propos dégoûtants quand on lèche le sorbet coco avec tous les sens créoles du mot coco, donc le sens du pénis, du phallus. Et ça, quand on dit ça à une petite fille, quand on fait des remarques salaces et tout, sur le fait de lécher un sorbet coco, eh bien, je trouve ça vraiment horripilant. Mais moi, je m'en foutais, hein, je m'en fichais, j'ai continué quand même à lécher. Et quant à ma maman, alors on est dans l'année du centenaire de Fanon, là c'est encore plus mignon, c'est que Fanon, bon, on l'a bien sûr accusé de misogynie, mais quand il était petit, il habitait la maison à côté de celle de ma maman, à Fort-de-France, et il jouait aux billes. Ils ont 2 ans de différence, il jouait aux billes. Mais ma maman, c'était une fille, évidemment, et donc elle n'avait pas le droit de jouer aux billes avec les garçons, parce que quand donc j'ai écrit un poème comme ça, et j'ai même fait rimer culotte avec clotte, qui est le nom d'une bille. Et donc, quand tu es une fille et que tu joues aux billes, et que tu es obligé de t'accroupir. Et donc, on voit ta culotte quand tu lances la clotte. Voilà. Et ma maman, elle se faisait frapper. Elle prenait, comme on dit, une volée chaque fois qu'elle était surprise. Mais elle y retournait. Et là où c'est beau, c'est que Frantz Fanon, il faisait le guet pour voir si des adultes arrivaient. Pour pouvoir laisser pour que votre maman ma maman puisse quand même jouer aux billes. Donc on voit que ce sont quand même ces petits plaisirs de l'enfance qui peuvent être entravés et qui peuvent en fait nous marquer pour empêcher notre plaisir tout juste d'exister en fait. Mais en fait, et ça continue après. Alors par exemple, il y a aussi le fait qu'une femme puisse ne pas éprouver de plaisir dans les actes sexuels parce que l'homme s'y prend mal. Hein, c'est pour ça d'ailleurs le titre, hein, parce que le cunnilingus et la promenade, c'est que je donne. Alors, ce ne sont pas des recettes, hein, mais je détaille le cunnilingus sans que ce soit pornographique. Mais c'est un premier chapitre qui vise cela. C'est-à-dire que le plaisir féminin qui vient presque, enfin, pas essentiellement, mais en grande partie du clitoris, eh bien, il est parfois négligé. Il est mal. Alors, le cunnilingus, il est parfois mal pratiqué. Donc, j'explique un peu, finalement, ce que nous préférons, ce que nous n'aimons pas, et je le fais avec uniquement des phrases où il y a plein de ces mots latins qui sont entrés dans la langue française. Donc, je les ai tous mis en italique. Absolument. Et c'est là qu'on se rend compte de la quantité de mots latins qui sont entrés dans la langue française. Bon, c'est mon côté prof de latin qui ressort, mais c'est aussi pour montrer que justement, c'est pas tellement une langue morte. C'est tout à fait. Elle vit tout le temps. Votre roman, il met en scène cette force de la langue, hein, la force des mots, la force de la langue, le pouvoir du verbe. Et vous dites d'ailleurs, la langue française, j'y pénètre comme dans une habitation offerte, une habitation ouverte, où je peux marronner à ma guise, chevauchant allègrement le français, le créole, agrémenté de latin et de grec. C'est vrai que ce sont des mots latins qui viennent ponctuer régulièrement, aussi bien des mots créoles. Oui. Et vous avez un maniement tout particulier de la langue, c'est un peu ce qui vous caractérise, la langue française, des langues, on va dire. Et on a déjà beaucoup de plaisir quand on vous lit. Comment ce maniement de langue participe-t-il à cette réappropriation du plaisir ? En fait, la réappropriation du plaisir, elle est toute naturelle chez moi. Parce que la langue et l'envie d'écrire me sont venues très très vite. J'ai lu très très tôt. Et volontairement, pas parce que j'ai été obligée. Et ça me vient de ce que Socrate appelle le daimon, c'est-à-dire que nous avons, alors c'est pas un démon, même si ça a donné le mot démon, mais c'est le petit génie justement qu'on a à l'intérieur de soi et qui vous inspire. Et qui vous inspire. Mais attention, il vous inspire des choses à écrire, mais on n'a pas le droit de les garder pour soi. Parce que ça vient, alors on va appeler ça comme on veut, de Dieu, bon, c'est comme ça. Et ça tend à changer les choses et à exprimer des choses, et si possible,
qui puissent être appréciés par autrui. C'est pour ça qu'on les publie. Mhm. C'est le bon. Au départ, donc, il y a un plaisir d'écriture, même si parfois on est dans les affres de la souffrance, parce que parfois on écrit des choses dures. Mhm. Bon, dans mon histoire là de Cunilingus, faut pas oublier qu'on coupe le clitoris à des petites Oui. filles. Et donc ça, voilà, j'ai la chair de poule quand j'en parle. Effectivement, Donc, j'évoque du dur. vous dénoncez beaucoup de pratiques sociales, hein, des mutilations physiques ou encore Oui, la lutte contre l'avortement et le masculisme dont vous parliez tout à l'heure. voilà. En fait, ôter le plaisir, c'est aussi ôter à la femme, par exemple, dans l'excision, euh, lui enlever son clitoris, mais c'est aussi lui enlever mentalement le plaisir de son clitoris. Et là, moi, je suis contente parce que avec un tel livre, je vais rasséréner les femmes. Je vais leur donner d'abord, leur redonner la fierté d'être femmes, la fierté de ce qu'elles peuvent avoir comme plaisir, de ne pas en avoir honte, et Mhm. puis aussi faire honte, par contre, aux hommes qui négligent le plaisir des femmes ou qui vont dérespecter les femmes ou même aller jusqu'à les détruire. Donc, en fait, il y a des pratiques à tout niveau que j'essaye de détruire. Bon, je suis toujours fidèle à cette théorie du daimon, le daimon socratique, c'est-à-dire ce petit démon, mais un bon petit diable, un génie qui vous inspire des choses et qui fait qu'on n'a pas le droit de les garder pour soi, parce qu'on doit doit les faire lire, Mhm. on doit les faire lire, elles ne vous appartiennent pas. Et c'est parce que c'est utile. Et ça peut provoquer aussi du plaisir, parce que ça provoque du plaisir de lecture. Donc là, je m'en prends par exemple aux masculinistes. D'ailleurs, je ne les nomme même pas. On pourra remarquer en me lisant que je ne les Oui. nomme même pas. Mais je désigne et je dénonce ce qu'ils font comme mal aux femmes. Mhm. Et je donne aussi presque des recettes. Enfin, ce pas des recettes de cuisine ou de maquillage, mais ce sont des recettes d'amour, ce sont des recettes d'amour de soi Oui. De aussi, comportement. et de comportement, et de fierté d'être Oui. femme, Mhm. et de bonne gestion, disons, des rapports avec les femmes pour les hommes. Mhm. Voilà, Mhm. tout est là, en filigrane, tout est de manière plus ou moins directe, Oui, tout mais en c'est là. utilisant justement très bien cette langue dont on parlait. Alors, vos références au créole aussi sont nombreuses, on en a parlé tout à l'heure. Il vient nourrir vos langues de prédilection qui sont le latin, le français et le grec que vous avez enseigné. Vous en faites d'ailleurs, pour reprendre votre expression, une langue Molière sauce chien. Est-ce que cette liberté d'écriture, c'est un moyen de désinhibition, une forme de liberté qui vous permet justement d'affirmer le plaisir d'être femme? Oui, en fait, l'écriture, c'est la liberté totale. Mm. Euh, Justement, il faut préserver cette liberté, il faut la cultiver. Euh, la langue et d'ailleurs, cette liberté que je m'octroie de pénétration et d'interpénétration entre Mhm. les langues euh, procède de cette liberté. Liberté, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans les deux sens. Mais Mm. c'est un petit peu justement comme dans les échanges amoureux. Mm. C'est l'aller et venue, c'est le fait de donner, de prendre, de donner, de partager. Oui. C'est la même chose finalement Mm. dans l'écriture, puisque moi, je prends plaisir à écrire, le lecteur prend plaisir à me lire, et le tout dans une liberté totale. Mm. Alors, on est enfin, nous sommes des gens variés, des gens divers, donc cela peut être reçu différemment selon les différentes personnes. Et c'est ça aussi qui est très excitant, Oui. parce que et c'est infini, d'ailleurs, c'est pour ça que je continue à écrire, parce que quand j'aurai, je n'aurai jamais, voilà, je pense que je n'aurai jamais épuisé Ouais. tous les thèmes que je veux aborder.
hein, puisque là-dedans, par exemple, il y a l'identité, la langue, on l'a Oui, dit, le rapport à la langue, aux langues. oui, Et si je mêle le créole, c'est parce que l'identité est là. C'est mon absolument. Alors, identité. justement, on sait tous que vous êtes né à la Martinique, mais la Martinique est très présente dans votre écriture. On l'a vu avec le créole. Vous faites aussi référence à vos souvenirs d'enfance. Vous affirmez votre féminitude, pour reprendre un mot que vous aimez beaucoup. Vous faites aussi référence à vos ancêtres esclavagisés Non, aussi. non, non, esclaver. Esclavés, Justement, justement pas je n'aime esclavagisés. pas Voilà, esclavagiser, ni même esclaviser, oui. parce que ça nous ridiculise. J'ai entendu des gens en France, dans l'Hexagone, me dire que c'était ridicule, alors que esclaver, je l'ai trouvé sous la plume de Ronsard. C'est ça. Donc, 16e siècle, il n'y a pas plus français que Oui. Ronsard. Donc, Alors, bien sûr, et c'est pour faire la cour aux dames, c'est pour dire, belle dame, vous avez esclavé mon cœur, ou aussi vous avez esclavé ma liberté. J'ai trouvé ces deux oui. occurrences, donc c'est le sens de réduire en esclavage. Et c'est plus fort, parce que esclaver, là, c'est net, ça Oui, fouette, ça claque comme un coup de fouet. Alors que esclavagiser, tout à fait. esclaviser, on n'en sort plus et ça ridiculise. Alors, ces références à la Martinique sont présentes. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence dans la position de la femme dans notre société? Je fais référence à votre grand entretien que vous avez eu et que j'ai eu le plaisir d'animer au Salon du Livre à Paris, où on a eu un échange avec la poétesse Linda Barros, qui nous expliquait que sa position était complètement Hum, différente en Roumanie. hum, Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette différence et la hum. position de la femme dans notre société martiniquaise? Alors, en Roumanie, où elle a vécu, sous Ceausescu, etc., elle disait qu'on ne faisait pas la différence si on était femme, homme ou chat. Ça m'avait bien amusé. Alors, Linda Maria Barros est effectivement une Roumaine. Elle est maintenant, elle vit en France. Et elle est la directrice du Printemps des poètes. Mhm. Et justement, quand j'ai eu cette chance qu'on m'accorde au Salon du Livre de Paris, au Festival du Livre de Paris, dans le cadre magnifique du Grand Palais, qu'on m'accorde ce qu'ils appellent un grand entretien avec Suzanne Dracius et qu'on me dise que je pouvais choisir mes invités. Mhm. Donc effectivement, j'étais ravie que vous acceptiez d'animer, d'être la modératrice, et j'avais droit aussi à 2 invités auteurs, parmi lesquels j'ai choisi cette poétesse, enfin cette poète, j'aime bien dire poète, j'aime bien rendre justement épicène, c'est-à-dire valable au Oui. masculin comme au féminin, le mot poète. Et pour cela, d'ailleurs, j'ouvre cette parenthèse pour citer celui derrière lequel je m'abrite, c'est Rimbaud, qui a écrit, alors je vais citer la phrase, c'est pour ça que j'avais gardé mon téléphone à côté de moi, parce que je n'aime pas déformer les citations, et elle est longue, mais je vais la donner donc de mémoire. Quand sera brisé l'infini servage de la femme, quand l'homme abominable lui aura donné son renvoi, la femme sera poète, elle aussi. Voilà, Oui. j'ai raccourci la citation, elle prenait plusieurs lignes. Voilà, c'est l'idée que elle sera poète. Oui. La femme sera poète. On n'aura plus besoin de dire poétesse. De Parce que féminiser. poétesse, parce que finalement, le suffixe S, à part dans princesse, hein, mais c'est souvent un petit peu méprisant, comme quand on disait la doctoresse, je me rappelle quand j'étais petit. Ça minimise, ça rapetisse. Donc, je reviens à cette situation de la femme. Et donc, dans l'esclavage, chez nous, les deux étaient esclaves. Mais il y avait quand même un maintien du patriarcat, ou plutôt de l'absence d'autorité du père, qui était déniée. Il n'y avait que l'autorité de la mère, mais la mère elle-même, elle était sous l'autorité du maître. Mm. Bon. Euh, Ce que justement faisait remarquer dans une autre forme de tyrannie, parce que l'esclavage c'est une forme de tyrannie finalement, qu'était la dictature, etc. Ce que faisait remarquer Linda, c'est que finalement, quand il y a une dictature, tout le monde est au même point. Au même Mais niveau. après, quand c'est fini, on voit que se repositionnent les vieux schémas d'avant. Oui. Par exemple, nous avons repositionné, après l'abolition de l'esclavage,
petit à petit, les schémas de patriarcat à la française, c'est-à-dire l'homme qui domine, et la femme qui, selon le code justement d'un anti-abolition, celui qui a aboli l'abolition de l'esclavage, c'est-à-dire Bonaparte, et qui est en même temps l'auteur du Code civil, qu'on appelle d'ailleurs le Code Napoléon. Oui. Donc, lui, il considère que la femme, c'est une éternelle mineure, et même en cas d'abolition de l'esclavage, vous avez l'esclavage, ce que Rimbaud appelle très bellement, c'est pour ça que je prends ça, cette citation, l'infini servage de la femme. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on peut abolir le servage et on peut abolir l'esclavage, mais on n'a pas encore aboli l'inégalité homme-femme. Et jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Jusqu'à présent, vous avez, je crois que le chiffre, je suis plus femme de lettres que de chiffres, hein, mais je crois que c'est 25% de salaire, de différence de salaire entre hommes et femmes. Ici en France et dans le monde, je crois que c'est encore plus énorme. C'est terrible. Et il y a même un jour dans l'année où les femmes cessent de travailler en disant aujourd'hui on travaille gratis. On est tellement. Toutes les exploitations qui existaient dans l'esclavage, même si elles ont été supprimées dans les faits, dans le droit, en réalité, elles sont maintenues. Elles sont maintenues dans notre société. Donc ça, c'est un travail à faire sans cesse. Et à faire, et c'est pour ça que je prône la féminitude. Parce qu'il y a le féminisme mène des combats pour les droits des femmes. Mais la féminitude va plus loin, c'est une posture. C'est non seulement nous demandons que nos droits soient respectés, mais dans le plaisir, dans notre plaisir, dans la plénitude. Vous battez et vous vous affirmez dans le marronnage d'ailleurs, oui. D'une façon générale, hein, dans votre posture et dans votre côté rebelle, mais vous vous battez aussi pour toutes les femmes. Oui. Vous dites d'ailleurs, j'écris au féminin pluriel, en féminitude épanouie. La féminitude prône la certitude qu'il ne faut laisser personne vous gâcher le plaisir d'être femme, on y revient. Vous écrivez, mais vous écrivez pour toutes les femmes. Oui, parce que vous savez, alors, vous avez bien constaté dans votre vie qu'on entend souvent les hommes dire « j'aime les femmes » ou bien aussi « toutes les femmes sont belles ». Mais imaginez une femme, je crois que ça n'existe pas, qui va venir qui va tout de go dire « j'aime les hommes ». Est-ce qu'elle risque de passer pour une dévergondée, une délurée? Et qu'une femme vienne et vous dise tous les hommes sont beaux, de la même façon que les hommes disent toutes les femmes sont belles, d'abord je crois qu'elle ne le ferait pas, parce que ça serait d'abord faux, et les femmes n'aiment pas dire des choses inexactes. C'est pas vrai, tous les hommes ne sont pas beaux. Et puis si tous les hommes étaient beaux, ce serait lassant. Et puis la beauté, c'est pas ça qui compte non plus, et puis la etc. beauté relative. Donc c'est une sottise, c'est débile. Mais pourtant, moi j'ai entendu des quantités de fois, et y compris, c'est pas dans la vie comme ça, mais par exemple dans des interviews, dans des émissions, vous entendez les gens dire « Oh, toutes les femmes sont belles » et ils sont contents. En plus, ils sont fiers de dire ça. Ils sont fiers de pouvoir dire « Toutes les femmes sont belles » ou « J'aime les femmes, j'aime les femmes ». Et vous ne pouvez pas dire « J'aime les hommes » parce que vous allez passer pour une putain. Mais c'est quoi ce bazar? Donc, c'est complètement inégal, même dans le langage. Vous voyez, les choses sont inégales même dans le langage. Et je vais d'ailleurs citer quelque chose parce que quand vous m'aviez demandé de penser à un coup de cœur, j'avais pensé à Indiana, le premier roman de George Sand. Et il m'est revenu, et il me revient là tout de suite, que j'ai vu un film qui a été fait récemment sur la vie de George Sand, et qui cite l'anecdote, mais de travers, vous allez voir, c'est trop marrant, d'une petite idylle que George Sand avait eue avec Prosper Mérimée, un autre écrivain de talent. Mais cette petite idylle, elle n'en avait pas trouvé, elle n'y avait pas trouvé de plaisir, il n'avait pas su lui donner du plaisir. Et elle l'a raconté partout. Mais dans ce petit film, ce qu'ils ne disent pas, vous voyez le problème de la langue, c'est qu'elle l'a dit de cette façon. Elle a dit, ce mec Prosper Mérimée n'a de Prosper que le prénom. Vous voyez? Et quand vous racontez l'anecdote en disant simplement « Georges a dit qu'il était nul au lit », c'est bon, c'est juste un ragot. Mais ce n'est pas du tout aussi beau que ce qu'a fait en tant qu'écrivaine Georges, parce qu'elle a inventé un mot, un jeu de mots. Prosper n'a de Prosper que le prénom.
C'est Voilà. toute la beauté de l'écriture. C'est toute la Suzanne. beauté de l'écriture. Et là, Absolument. je ne comprends pas, parce que moi, je l'avais lu, donc je regarde ce film et j'ai attendu vainement, parce que j'avais lu il y a des années cette phrase que j'avais trouvée sublime. Oui. Mais voilà. Voilà. Ben, Pour vous merci dire pour la langue, à quel point la langue est fait, importante, fait voilà, toute la est différence. importante à Absolument. tout point de vue et à tout niveau. Absolument. Cette émission s'achève, Suzanne. Merci pour cette anecdote avec George Sand. Merci de nous avoir partagé votre ouvrage et vos convictions sur l'importance d'être femme. C'est moi qui vous rends grâce pour m'avoir invité et j'espère que tout ce plaisir dont nous avons parlé va se répandre par la lecture de ce livre. Absolument. Merci Et merci encore. à Zitata. Oui. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Au gré des pages pour découvrir un nouvel auteur et un nouvel ouvrage. À bientôt.